marche. Bon. Oui, bonjour. Alors, donc, je vais vous présenter le résultat des travaux sur le projet Bionacol. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2018 et qui s'est terminé fin 2021, donc il y a quelques mois. Et donc, ce projet visait à évaluer les intérêts et les effets de plantes à métabolites secondaires bioactifs. Donc, une plante à métabolite secondaire bioactif, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, dans l'alimentation des chèvres et des brebis laitières et l'impact de ces plantes sur les qualités des laits et des fromages. Voilà, donc il y a énormément de résultats. Donc, pour essayer de faire un peu plus court aujourd'hui, on fera un focus, où je vais vous faire un focus sur les composés d'intérêt nutritionnel des laits et des fromages liés à ces modes d'alimentation-là, la perception des consommateurs vis-à-vis de ce type de démarche de système agricole raisonné. Voilà. Donc, pour résumer, alors les contextes objectifs du projet, donc effectivement, c'était évaluer l'impact de plantes fourragères qui présentent ou qui sont riches en métabolites secondaires bioactifs. Donc, qu'est-ce que c'est que quels sont ces métabolites secondaires bioactifs? Donc, par exemple, pour le sainfoin, on a les tanins condensés. Pour le plantain, on a l'ocubine et la verbasocide. Voilà, en fait, ce sont des. Et puis pour la chicorée, c'est des sesquiterpènes lactones. En fait, ces composés pour l'alimentation des animaux, ils ont un intérêt dans la mesure où ils présentent un potentiel effet anthelmintique, donc antiparasitaire. Donc peuvent venir non pas en substitution, mais en complément de traitement antiparasitaire pour les animaux qui vont au pâturage. Voilà. Donc là, au niveau de la production animale, il y a énormément de travaux qui sont en cours ou qui ont été réalisés. Par contre, sur la qualité des laits et fromages issus de ces modes d'alimentation-là, on n'avait pas de données. Donc, on a monté ce projet-là pour traiter l'amont, mais également l'aval. Donc, sur la qualité des laits et des fromages, qu'est-ce qui a été évalué? Donc, effectivement, le comportement ou la fromageabilité des laits, donc le comportement des laits en technologie de fabrication. On a également été évalué la composition physico-chimique, donc grossière, on va dire entre guillemets, protéines, matières grasses, minéraux, mais aussi la présence et la teneur en composés d'intérêt, donc notamment les acides gras, les polyphénols, dont les isoflavones, pardon. Et puis également, donc, les fromages fabriqués avec ces laits-là ont été évalués au niveau organoleptique, à la fois par des jurys de professionnels, des jurys experts de l'ENILIA, mais aussi par des consommateurs pour évaluer l'acceptabilité de ce type de produits par les consommateurs, mais également enquêter ou faire des enquêtes auprès des consommateurs pour évaluer leur perception de ce type d'alimentation, de démarche au niveau de la production. Et donc ça a été réalisé donc sur les laits de petits ruminants, donc les caprins laits et les ovins laits. Donc en caprins laits ont été réalisées des fabrications, des fromages lactiques affinés de type bûchette ou de type cabri affiné. Et puis pour les ovins laits, on va dire le fromage qui a été fabriqué avec les laits de brebis issus de ces systèmes-là, c'était la pâte pressée non cuite type Osso-Errati. Voilà. Donc, c'est un projet régional financé par la région Nouvelle-Aquitaine, financé par l'ANICAP également pour la partie chèvre, caprin, qui a été agréé par Agri-Sud-Ouest Innovation, en tant que, voilà, c'est une labellisation. Et au niveau, on va dire, des partenaires techniques et scientifiques, donc pour la partie caprine, l'INRAE de Lusignan, avec la plateforme Pâtu-Chèvre, Actalia pour la partie transformation des laits de chèvre. Pour la partie ovin, donc on avait la Chambre d'agriculture, voilà, des Pyrénées-Atlantiques qui pilotait, on va dire, tout ce qui était production de lait, le syndicat de l'Osso-Errati pour on va dire, pour la mise à disposition ou pour avoir demandé aux adhérents, à certains de ces adhérents, de participer aux essais. Et puis le lycée Jean Héricard
pour la partie fabrication pilote avec les laits de brebis. Voilà. Donc, ce projet, on avait organisé en 3 volets. Donc, le premier volet, en fait, donc pour avoir du lait, il faut avoir des animaux qui produisent. Il y a un système d'expérimentation en face. Donc, pour les caprins, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la station expérimentale de Patu-Chèvre, donc qui était support des essais. Et pour les ovins, en fait, c'était une étude en élevage dits commerciaux, donc en élevage normaux, en fait, qui produisent toute l'année, et donc encadré et piloté par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Alors, la volonté également, c'est que tant en caprin qu'en ovin, les plans expérimentaux qui ont été testés étaient similaires et adaptés, mais adaptés pour chaque espèce. Voilà, pour essayer d'avoir une espèce de comparaison entre les deux systèmes. Donc, ces laits issus du volet 1, ils ont été transformés en lait. Oui, c'est Florence. Dis-moi, Valérie, est-ce que tu sais si on a un code de réduction pour le Festival des Sœurs Jumelles? Non, je ne crois pas. Je viens de couper le micro. Ouais. Donc, pour le second volet, donc les laits ont été collectés et donc on a fabriqué donc, des fromages lactiques affinés, donc type Buchette ou Cabri, donc sur le site de Surgelés-Rectalia. Et pour les brebis, donc c'est des pâtes pressées non cuites type Ossoirati, donc fabriquées par les élevages ou les artisans les éleveurs fermiers, pardon, qui participaient aux essais, au projet. Et donc, pour chacun de ces produits fabriqués, on a évalué donc, les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, les mêmes critères ont été évalués sur les laits de chèvre et les laits de brebis. Voilà. Et puis, le troisième volet, par exemple, c'est la diffusion et valorisation donc, des communications orales et écrites, donc, pendant le projet et à l'issue du projet, comme aujourd'hui. Voilà. Avec peut-être, donc si on arrive à monter ça, peut-être une demi-journée de restitution de ce projet-là, des résultats de ce projet. Voilà. Donc là, je vais vous parler uniquement donc, des produits laitiers caprins et donc des dispositifs expérimentaux qui ont été testés en chèvre, production laitière. Donc en chèvre, on avait 4 dispositifs. Le premier dispositif, c'était la distribution de foin de Saint-Foin, comparé à la distribution de foin de luzerne, donc qui représente, on va dire, les régimes hivernaux, qui ont fait l'objet de 3 essais sur 2018, 2019, 2020. Donc là, vraiment des régimes d'hiver. Le deuxième dispositif, c'était la distribution de granulés ou de pelettes de Saint-Foin en comparaison à la distribution de granulés de luzerne. Donc ça fait l'objet d'un seul essai sur l'automne 2020. Et en fait, ça simule, on va dire, un traitement antiparasitaire en fin de saison de pâturage des animaux quand ils rentrent en chèvrerie. Voilà. Et les 2 autres dispositifs, donc c'était du pâturage. Donc pour le dispositif 3, pâturage de prairies de Saint-Foin en comparaison à des pâturages de prairies multi-espèces, donc avec 2 essais en mai 2019 et mai 2021. Et puis le dernier dispositif, c'était la pâturage de prairies de plantain en comparaison toujours avec des pâturages de prairies multi-espèces. Donc là également 2 essais conduits en mai 2020 et mai 2021. Voilà. Donc les résultats. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout présenter, mais là on a décidé de faire un focus sur les composés d'intérêt nutritionnel et perception des consommateurs par rapport à ces produits qui ont été fabriqués avec ces laits, avec ces types de régimes expérimentaux. Donc, on va commencer par les profilants de l'acide gras des laits des fromages. Et puis, en fait, pour que ça soit un peu plus explicite et plus, voilà, pour qu'on comprenne, pour aider à la compréhension, je tenais déjà à rappeler comment ont été classifiés les acides gras d'un point de vue nutritionnel. Donc, en fait, on a les 3 grandes catégories d'acides gras, les acides gras saturés. Donc, ça, c'est dans le lait, qui représentent 70 à 80% des acides gras du lait.
Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés qui représentent en moyenne 20%, je fais une rapide moyenne, des acides gras totaux du lait, et qui comportent une seule double liaison. Voilà. Et après, on a les acides gras polyinsaturés, AGPI, qui représentent 2,5 à 3,5% des acides gras du lait et qui ont 2 doubles liaisons ou plus. Et l'intérêt de ces acides gras polyinsaturés avec ces multiples doubles liaisons, c'est qu'ils sont très réactifs, entre guillemets. Voilà. Pour les acides gras insaturés, c'est l'acide palmitique qui représente la plus grande majorité des acides gras dans cette catégorie-là. Pour les acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique qui représente 15% des acides gras. Et puis pour les polyinsaturés, donc on en a plusieurs. Donc on a les acides gras oméga 3, donc avec c'est l'acide alpha-linoléique ALA qui représente la majeure partie des acides gras polyinsaturés oméga 3, avec en général moins de 1% du total des acides gras. Et après on a les oméga 6 avec l'acide linoléique qui représente 2 à 3% des acides gras. Voilà. Et ensuite, après, on a ces fameux acides gras trans, donc qui sont effectivement jugés mauvais pour la santé, mais uniquement quand il s'agit en fait d'acides gras trans issus de l'hydrogénisation des huiles végétales. Et en fait, c'est des techniques qui sont utilisées pour protéger les acides gras de l'oxydation. On en retrouve dans les laits, dans la matière grasse laitière, mais ils ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé, bien au contraire. Et donc, dans ces acides gras trans, en caprin, j'ai pas accès à la souris, ah si. En caprin, enfin, ou en lait en matière grasse laitière, on retrouve l'acide transvaccinique, qui est le précurseur du CLA. Le CLA, il est là, qui représente, lui, moins de 0,5% des acides gras totaux du lait, mais qui est intéressant d'un point de vue, nutritionnel. Voilà. Alors, la particularité de cet acide gras-là, l'acide ruminique, c'est un acide gras oméga 6 et trans, donc il cumule un petit peu toutes les fonctions. Voilà. Donc ça, c'était pour aider à la compréhension. Deuxième point, pour aider, alors ces acides gras, donc l'acide alpha-linoléique et acide linoléique, c'est des acides gras sur lesquels, on va dire, tous les systèmes de production travaillent énormément parce qu'ils ont un intérêt pour la santé. Donc souvent, ils proviennent des aliments que consomment les animaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces acides gras-là sont transformés dans leur humaine. Voilà. Et donc, pour aider également à la compréhension de ce que je vais vous présenter après, voilà comment ces acides gras-là sont transformés. Donc, si on prend l'acide alpha-linoléique oméga 3, lui est biohydrogéné, il subit une hydrogénation par les micro-organismes présents dans l'humaine. Et ensuite, qui est transformé, donc cet acide gras-là, par biohydrogénation, est transformé en acide transvaccinique, qui lui-même ensuite donne du C18 quand on a une transformation incomplète, il repart en acide gras transvaccinique dans le lait directement. Donc le C18 également part directement dans le lait et est transformé en acide oléique, donc le fameux acide qui est juste ici, là, en acide oléique dans le lait. Voilà. Également, souvent, il n'y a pas une biohydrogénation complète de l'acide alpha-linoléique, donc il se retrouve également dans le lait. Pour l'acide linoléique oméga 6, donc lui également subit une biohydrogénation dans leur humaine qui donne directement du CLA, mais qui est transformé dans leur humaine. Ce CLA est transformé en acide transvaccinique, et donc on a le même circuit. Et donc l'acide transvaccinique, quand il n'est pas complètement transformé dans le rumen, donc il passe dans le lait, et dans le lait est retransformé à nouveau en CLA. Voilà. Et puis également une partie de l'acide linoléique, oméga 6, n'est pas biohydrogéné et se retrouve également dans le lait. Je peux reprendre, mais voilà, c'était pour vous expliquer
pour vous expliquer voilà, la transformation de ces acides gras-là dans leur humaine et sous quelle forme on pouvait ensuite les retrouver dans les laits. Voilà. Donc, on va passer directement donc, au composé, donc au profil en acides gras pour le régime, pour le système foin de Saint-Foin en comparaison au système foin de Luzerne. Donc, globalement, pour les acides gras saturés, on n'a pas de différence entre les deux systèmes testés. En revanche, pour les acides gras monoinsaturés, dont l'acide oléique, on a une augmentation assez significative avec les régimes foin de Saint-Foin, pardon, de l'ordre de 10%. Pour les acides gras polyinsaturés, on a une réduction de 9% et dont l'acide linoléique de 5%. Voilà. Sachant que ces augmentations, ces réductions sont significativement différentes parce que bon, là, on a fait un traitement statistique, les petites lettres, c'est pour dire que c'est différent. Également, ce qu'on observe en réduction, c'est la part d'acide gras trans, l'acide transvaccinique et le CLA, qui, eux, diminuent de plus de 30%. Voilà. Également, donc, le ratio oméga 6 sur oméga 3 n'est pas foncièrement modifié entre les deux systèmes. Et puis l'acide gras marqueur de la flavor chèvre, le 4-éthyloctanoïque, lui non plus ne semble pas affecté, ou le type d'alimentation ne semble pas modifier ce type de la concentration de ces acides gras dans le lait. Pardon, je vais y arriver. Ce qui est à noter, c'est que en fait, ces profils-là, que l'on retrouve dans le lait issu de foin de Luzerne et les laits issus de foin de Saint-Foin, ces profils-là sont préservés au cours du processus de fabrication. C'est-à-dire que la transformation fromagère et l'affinage n'ont pas d'impact sur l'évolution de ce profil en acide. Donc, ce qui est valable pour le lait, l'est pour le fromage. Voilà. Alors, pourquoi, en fait, on a une réduction des acides gras trans avec le système Saint-Foin? C'est que les tanins condensés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont une activité anthelmatique, mais aussi une activité antimicrobienne. Et donc, ça impacte ou modifie ou réduit l'activité microbienne dans leur humaine. Et donc, ça contribue à réduire la biohydrogénysation microbienne des acides gras dans leur humaine, et donc de diminuer la part en acide transvaccinique, en acide ruménique. Donc, si je reviens tout à l'heure, on est sur cette voie-là. Voilà, en fait, comme là, on a moins d'hydrogénation, on a moins de production de CLA et d'acide transvaccinique, et donc on peut retrouver l'acide alpha-linoléique directement dans le lait. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, pour le second régime, donc les systèmes granulés de Saint-Foin en comparaison aux granulés de Luzerne. Donc, les granulés étaient distribués sur une base alimentaire, donc c'était des foins de prairies multi-espèces, et les chèvres recevaient 700 grammes de granulés par jour, distribués en 2 fois. Donc là, entre les deux systèmes alimentaires, on n'a pas observé de différence significative sur les profils en acides gras. Donc la question peut se poser de savoir si l'apport en granulés ou en pellettes était suffisant pour apporter une différence ou pas. Est-ce que la concentration de tanin condensé également était suffisante? Voilà, des questions comme ça. Donc en tout cas, ici, dans ce système-là, dans ces expérimentations-là, on n'a pas vu de différence entre les deux systèmes. Concernant les dispositifs donc pâturage, maintenant, donc pâturage de Saint-Foin et en comparaison à des pâturages de prairies multi-espèces, donc comme précédemment, donc, on n'a pas sur les acides gras saturés, on a des teneurs ou des parts d'acides gras saturés qui sont comparables entre les deux systèmes. On observe une diminution à la marge des acides gras monoinsaturés avec les pâturages de Saint-Foin. Par contre, on observe une augmentation de la part d'acides gras polyinsaturés de plus 11%. Une augmentation de la part d'oméga 3 et notamment de l'acide alpha-linoléique de plus 50% quasiment, donc très significatif. Et en contrepartie, une diminution
de l'acide ruminique, l'USCLA, de moins 24%. Également, le ratio oméga 6 sur oméga 3 lui diminue parce qu'on a une forte augmentation de la part de l'acide alpha-linoléique. Voilà. Pour les acides gras marqueurs de la faveur chèvre, quel que soit le système on va dire étudié, on n'a pas de différence significative entre les deux systèmes. Donc là aussi, on retrouve l'impact ou l'effet des tanins condensés qui réduisent l'hydrogénation microbienne des acides gras, dont dans ce cas-là l'acide alpha-linoléique, et donc qui contribuait à diminuer la part d'acide ruminique et d'augmenter de manière significative la part en acide alpha-linoléique. Voilà. Et d'augmenter et de diminuer le ratio oméga 6 sur oméga 3. Et le dernier système, donc c'est le système pâturage de plantain en comparaison à un système prélèvement multi-espèces. Donc là, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Donc sur la part en acide gras saturé, on n'a pas de différence entre les deux systèmes. Idem pour les acides gras monoinsaturés, on a des choses complètement comparables. En revanche, ce que l'on a pu observer, c'est une augmentation de la part d'acides gras polyinsaturés, avec une augmentation de la part des acides gras en oméga 3, notamment de l'acide alpha-linoléique, donc de plus 10%, et une augmentation, alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup ramené en quantité, mais de plus 30% du DHA, puisqu'effectivement, dans les laits, dans les acides gras du lait, on retrouve également du DHA. Et là, en fait, c'est plus 33%. Alors, on passe de 0,03% à 0,04%, mais c'est une augmentation significative et intéressante. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le DHA vient où l'acide alpha-linoléique est un précurseur du DHA. Donc, ce qui explique ces différences-là. Pour l'acide oméga 6, acide linoléique, on observe également une augmentation significative de plus 50%. Une diminution du SCLA de moins 18%. Avec ces systèmes-là, donc avec le pâturage de plantain, on observe, le ratio oméga 6 sur oméga 3 tend à augmenter un petit peu, notamment en lien avec l'augmentation de la part d'acide linoléique. Et là, toujours pareil, pour les acides gras marqueurs de la faveur chèvre, on n'a pas de différence significative entre les deux systèmes. Voilà. Donc là, c'est pareil, dans le plantain, on a plein de composés de métabolites secondaires bioactifs. Dans les publis, on peut noter qu'il y a plus de 60 composés bioactifs dans les plantains. Donc là aussi, ces composés bioactifs, on en a des terpènes, des composés phénoliques, ont des actions ou des activités antimicrobiennes et donc qui réduisent l'hydrogénation des acides gras dans le rumen. Et donc là, on a, si pour le sainfoin, on a une augmentation de la part d'acide linoléique, là c'est alpha-linolénique, pardon. Pour le plantain, c'est plus l'acide linoléique qui, elle, augmente. Donc, c'est plus cette voie d'inhibition qui est favorisée. Et également, on observe une diminution de la part d'acide ruminique. Voilà pour les profils en acide gras. Ensuite, pour les composés d'intérêt, donc les composés phénoliques et isoflavones, puisque c'est logique, on distribue des fourrages avec des composés actifs ou bioactifs dans les régimes alimentaires. Donc l'idée, c'était de savoir est-ce qu'on retrouve ces composés dans le lait, et si oui, à quel niveau. Donc on a dosé les composés phénoliques et les isoflavones dans les laits et les fromages. Donc dans les dosages, en fait, dans aucun des laits et des fromages qui ont été fabriqués avec ces laits-là, on a retrouvé de traces d'isoflavones, quel que soit le régime alimentaire étudié. Donc, en fait, on n'a pas eu de transfert ou les fourrages distribués ne contenaient pas non plus. Voilà. Ça, c'est le premier résultat. Le second résultat, c'est que les teneurs en polyphénol mesurés dans les laits, eux, sont complètement comparables entre les régimes
Donc, que ce soit foin luzerne, foin de Saint-Foin, prairies multi-espèces, prairies de Saint-Foin, etc. On a des teneurs en polyphénol complètement comparables. Et donc, les valeurs vont entre 100 et 300 mg par kilogramme de produit. Donc, ce qui est en accord avec le peu d'éléments ou d'informations qu'on peut avoir dans la littérature. Voilà, c'est des niveaux de polyphénol couramment rencontrés dans les laits. Donc, ce qui laisse à supposer qu'on n'a pas de transfert direct des composés phénoliques des fourrages vers le lait et qu'on n'a pas de spécificité liée au type de fourrage distribué, puisqu'on a distribué des fourrages sans métabolites secondaires et on a distribué des fourrages avec métabolites secondaires. Donc, ces métabolites sont actifs, on va dire, au niveau du rumen de l'animal, mais donc peuvent modifier les mécanismes de biohédrogénation, mais ne passent pas la barrière intestinale, entre guillemets, pour aller dans le lait. Par contre, la chose intéressante que l'on a pu voir dans ce projet-là, c'est qu'on a un effet des procédés de fabrication fromagère sur l'évolution des teneurs en polyphénol des fromages. Et donc, dans certains fromages affinés, on a relevé donc des teneurs allant jusqu'à 400 mg par kilo, ce qui est énorme. Et donc, c'est des teneurs qui sont, ou une teneur qui est comparable à ce que l'on peut retrouver dans des raisins, de l'artichaut ou du chou de Bruxelles. Voilà. Et donc, ça, c'est des valeurs. Le laboratoire qui a fait les analyses n'a pas pu me dire si c'était normal ou pas normal, sachant que jusqu'à ce jour, c'est quelque chose qui n'a jamais été étudié dans le domaine ou dans le monde fromager. Donc, pour nous, c'est intéressant parce que ça constitue une première base de référence pour ce type de composé-là. Et puis, c'est un sujet d'intérêt dans la mesure où dans ces composés phénoliques, il y a plein de types de composés, quels sont les composés présents et quels sont leurs potentiels bénéfices. Voilà. Donc, pour vous résumer un petit peu ça, voilà ce qu'on pouvait observer dans les laits, les fromages au démoulage et les fromages affinés. Donc, dans un premier temps, on a une concentration des composés phénoliques présents dans le lait au cours de l'égouttage, donc ils sont concentrés dans la fraction caillée. Donc en fonction, et donc c'est proportionnel en fonction du niveau d'égouttage. Donc par exemple, pour les fabrications du type cabri moulé à la louche, donc on a une multiplication de la teneur par 4, et pour la technologie bûchette égoutée en filtre berge, on avait une multiplication x6, parce que dans un cas, on avait 35% d'extra sec et l'autre 42%. Et après, l'autre chose très intéressante, c'est que on a également une augmentation au cours de l'affinage de ces polyphénols de l'ordre de 5%, donc pour les fromages affinés avec géotrichum, et de 2,6 fois 2,6 pour les fromages affinés avec pénicillium. Alors là, c'est pas tant un effet de concentration, mais il y a également un effet il y a une capacité de certaines moisissures à produire des phénols. Donc ici, c'est le Penicillium candidum et le Geotrichum candidum. Et donc ça, c'est donc la production donc qui sont appelés, c'est appelé mycophénoliques acides, donc des acides mycophénoliques. Ça, c'est connu pour certaines souches, c'est connu pour certains types de moisissures, mais pas dans le domaine fromager. Donc ça mérite d'être creusé. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à atteindre des valeurs de l'ordre de 4000 mg, notamment pour les catégories des bûchettes affinées. Voilà. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc voilà pour les composés d'intérêt. Ensuite, concernant également la perception des consommateurs. Donc là, également, tenu à vous présenter ça parce que jusqu'à présent, on n'avait pas dépouillé tous les résultats et vous n'avez jamais présenté la perception des consommateurs par rapport à ce type de produits et de ces systèmes agricoles raisonnés. Donc en fait, c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 120 sujets, donc à l'issue des tests consommateurs. Donc les gens qui venaient évaluer les produits, pour ceux qui le souhaitaient, pouvaient participer à l'enquête. Donc on les a enquêtés, ou ils ont enquêté sur plusieurs items.
Donc, un notamment, c'était comprendre ou connaître leur comportement d'achat. Donc, globalement, les lieux d'achat des fromages de chèvre pour les consommateurs enquêtés, majoritairement, c'est dans les marchés locaux ou les magasins de producteurs, et également et surtout dans les rayons libre-service et les grandes surfaces. Donc, voilà. Et l'origine des fromages habituellement consommés, donc là on a une répartition assez homogène entre des fabrications fermières ou artisanales, donc soit achetées chez le producteur ou en GMS, et puis des fabrications dites industrielles ou de coopératives, donc des produits, on va dire, plus grande consommation, pour 57%. Voilà. Hop. Et donc, dans ces comportements d'achat, ils ne sont pas forcément liés, on va dire, il n'y a pas d'effet, on va dire, origine socio-économique ou démographique, ni vis-à-vis de, il n'y a pas de lien entre ça et les gens qui peuvent connaître les systèmes agricoles raisonnés. Voilà. Également, on leur a posé la question, quels étaient leurs critères de choix des fromages. Donc, en fait, là, c'est en ordre décroissant. Donc, critère de choix le plus important vers le moins important. Donc, je ne vais pas tous vous les lister, mais en fait, ce qui ressort de l'enquête, c'est que les premiers critères de choix d'un produit ou d'un fromage pour les consommateurs, c'est la qualité gustative et la qualité ou la bonne hygiène de fabrication. Ça, ce sont les premiers critères de choix. Et le deuxième critère de choix, c'est l'origine du lait, donc s'il est régional ou de France, et également le lieu de production, si c'est produit donc AOP d'origine géographique ou pas. En revanche, ce qui est très très surprenant, c'est que le mode de production dont est issu le produit, donc production bio ou issu de la production d'un système agroécologique, vient en dernier critère de sélection du produit. Donc pour eux, ce n'est pas un critère de sélection, comment dire, pas important, mais c'est pas le premier critère de sélection. Voilà. Donc ça, c'est un constat également. Donc à partir de ces critères de choix des produits, il a été possible de distinguer trois groupes, on va dire, de consommateurs ou trois profils distincts. Donc le groupe majoritaire qui représentait 44% des consommateurs, qui a été identifié comme des attentifs engagés. Donc c'est eux qui apportent le plus d'importance aux critères, à tous les critères qui étaient cités, sauf au prix. Donc eux, le prix n'est pas un critère de choix, mais ils apportent beaucoup d'importance à tous les autres critères. Et donc leur profil, en fait, leurs habitudes d'achat, donc c'est plus des consommateurs qui vont acheter chez les producteurs et qui achètent des produits fermiers ou artisanaux et qui achètent moins en libre-service et en GMS des produits dits industriels. En catégorie d'âge, donc c'était des catégories plus âgées entre guillemets, donc les 50-65 ans. Et on avait dans ces catégories moins de personnes âgées de moins de 51 ans ou de moins de 36 ans. Donc en fait, on va dire c'est des seniors c'est plus une catégorie senior qui est représentée dans ce groupe-là. Et on n'a pas forcément de lien avec des connaissances des systèmes agricoles, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les attentifs standards, qui représentent 40% du groupe, et qui accordent une importance moyenne à tous les critères sans priorisation marquée. Là, on ne l'a pas marqué, on ne l'a pas affiché en tant que tel, mais on appelle ça aussi les attentifs opportunistes. C'est-à-dire qu'en fonction des médias ou de ce qui est raconté au niveau des médias, ils vont changer leur fusil d'épaule assez rapidement. Donc, ils achètent moins chez les producteurs locaux et plus en rayon libre-service, les fromages industriels. Et la troisième catégorie, la dernière, les éco-réfractaires, donc qui représentent 17% des consommateurs ou de groupes de consommateurs, et donc qui apportent peu d'importance aux critères, on va dire, comme vous l'avez compris, aux critères de production, aux critères bio, etc.
qui ne se sentent pas très concernés par les conditions d'élevage et l'alimentation des animaux, mais qui apportent qui privilégient surtout la qualité gustative des produits. Donc, leurs habitudes d'achat, donc ils achètent moins chez les producteurs, fermiers artisanaux, plus en grande surface des produits, on va dire, dits industriels. Alors, produits dits industriels, c'est pas péjoratif, hein, attention. Et donc, cette catégorie d'âge-là, en fait, c'est là où on a le moins de personnes âgées de 66 ans et plus. Et donc, en termes de connaissances agroécologiques, c'est également les personnes qui connaissent moins les modèles agricoles et les systèmes agroécologiques. Ensuite, donc justement par rapport à la connaissance des systèmes agricoles raisonnés, donc sur l'ensemble des consommateurs enquêtés, on va dire 56% connaissent ce terme d'agroécologie ou d'agriculture raisonnée. Et donc l'associe donc ça, voilà, on leur demande à quoi vous associez ça. Donc pour tous, c'est une agriculture soucieuse de l'environnement et de son impact sur l'écologie. Voilà. Donc, 2, la réduction de l'utilisation de produits chimiques, donc type pesticides, antibiotiques, traitements médicamenteux, etc., etc. Également, pour eux, c'est le respect et le bien-être des animaux, mais c'est également le bien-être des gens. Donc, une alimentation plus saine, améliorer la qualité de vie sur le plan de la santé des êtres humains. Voilà. Toujours en 2, donc là, c'est par ordre décroissant, un lien renforcé avec la nature et les modes de production naturels. Une gestion économique plus saine associée à une optimisation des ressources dans le cadre d'une production moins intensive. Et en dernier, le respect de l'agriculteur et de son indépendance. Donc, indépendance au sens autonomie alimentaire, etc. Voilà, autonomie agricole. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'entendent ou ce que les consommateurs associent avec les termes agriculture raisonnée. Voilà. Après, en ce qui concerne les croyances, quelles sont vos croyances concernant les effets d'une alimentation des chèvres à base de plantes fourragères bioactives aux propriétés antiparasitaires? Donc, ils pensent tous ou la majorité pense que c'est un impact favorable sur la qualité nutritionnelle des fromages, la qualité gustative et leur propre santé. Donc voilà, en moyenne, c'est plus de 80% sur ces trois réponses-là. Voilà. Il y en avait d'autres, mais qui sont pas significatifs. Voilà. Autre question également, c'est la représentation qu'ils se font de l'effet de l'alimentation des chèvres avec des plantes bioactives. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est classé par ordre décroissant d'accord ou de désaccord. Donc globalement, pour le Global Group, la chose qui ressort le plus, c'est que ces fabrications-là, pour eux, sont plus éco-responsables, et favorisent le bien-être animal. Curieusement, lutte antiparasitaire, c'est pas ce qui vient en premier. Et puis, ce qui vient vraiment en dernier, c'est qu'ils croient moins au fait que ça valorise mieux le travail de l'éleveur et moins également à l'alimentation plus naturelle des animaux, qui est particulier. Par contre, après, on a un classement ou une classification différente en fonction des groupes. Donc, pour les groupes, les attentifs engagés, effectivement, donc, est plus éco-responsable et favorise le bien-être animal, c'est ce qui vient en premier. Par contre, alors là aussi, c'est surprenant. Hop, je l'ai, voilà, je l'ai. Donc, c'est à la limite, c'est ce qui vient en dernier pour ce groupe-là, c'est limite les traitements antiparasitaires et préserve la biodiversité végétale. Donc, pour eux, ils croient moins à ces choses-là qu'on alimente les animaux avec des plantes fourragères bioactives. Pour les attentifs standards opportunistes,
Bah, eux, ils sont bien dans tous les niveaux, hein, ils sont consensuels. Donc, on retrouve éco-responsable, bien-être animal, on retrouve antiparasitaire, puisqu'on leur a dit antiparasitaire dans la question, donc ils disent bah, forcément, voilà. Et après, ce qui revient, on va dire, ce qui est moins pour les choses pour lesquelles ils sont moins en accord, c'est fromage meilleur pour la santé, fromage plus naturel et alimentation plus naturelle pour les animaux. Voilà. Et ensuite, pour les éco-réfractaires, ce qui vient en premier, ce sont les traitements antiparasitaires et préservent la biodiversité. Également fromage plus naturel et en dernier lieu, alimentation autonome et favorise le travail de l'éleveur. Voilà pour les représentations. Et ensuite, la question a été posée donc, aux consommateurs, au groupe de consommateurs. Quelles concessions ou changements ou concessions être prêt à réaliser, à faire pour favoriser et développer ces systèmes agroécologiques? Donc, en termes de comportement d'achat, pour 59%, c'est privilégié donc ces produits-là, quitte à avoir un choix limité ou limiter leur choix de fromage. Ensuite, en deuxième position, c'est en achetant ce type de fromage dans un autre lieu ou dans un lieu autre que le lieu habituel. Et puis, en dernière position, c'est acheter un autre type de fromage si c'est le fromage habituel que j'ai acheté n'est pas issu de l'agroécologie. Et après, sur le prix d'achat, donc, il y avait des notions de 10% plus cher, 20% plus cher, 30% plus cher. Donc, une majorité est prête à acheter son produit 10% plus cher pour favoriser le développement de ces systèmes-là. Mais 20% et 30%, ce sont, on va dire, c'est très, très difficile. Voilà. Sachant que ces enquêtes-là ont été réalisées, ont été terminées en 2021, printemps 2021. Je pense que si aujourd'hui on reposait cette question-là, on aurait des choses différentes sur les prix d'achat. Voilà. Également, alors on peut classifier en fonction de la part, on va dire des pourcentages de chacun. Donc pour ceux qui privilégient, qui est limité le choix en produit, en fait, ce sont plus les attentifs engagés qui ont répondu, qui représentent une grosse majorité. Ensuite, pour ceux qui sont plutôt défavorables à limiter leur choix de produit, ce sont les non-connaisseurs et les éco-réfractaires. Pour acheter son produit ailleurs, c'est les connaisseurs de l'agroécologie, et ceux qui ne souhaitent pas aller acheter ailleurs, c'est ceux qui ne connaissent pas l'agroécologie. Voilà. En termes de prix d'achat, donc ceux qui sont prêts à payer plus de 30% plus cher, ce sont plutôt les attentifs engagés. Ceux qui ne souhaitent pas payer leurs produits 20% plus cher, ce sont plutôt les attentifs standards. 10% plus cher, bah, c'est surtout les connaisseurs de l'agroécologie. Et puis, ceux qui ne sont pas prêts à payer 10% plus cher, ce sont les non-connaisseurs de l'agroécologie. Voilà. Dépeint rapidement ou restituer rapidement ou synthétiquement les résultats de l'enquête. Donc, en conclusion de tout ça, de ce focus-là, je ne vous ai pas parlé, on va dire, de l'impact sur la composition des laits, mais là, je vous fais une brève synthèse. Donc, nous, ce que l'on a vu en termes de composition, fabrication, qualité sensorielle des produits, c'est qu'on n'a aucun effet délétère lié à l'introduction de plantes fourragères dans les systèmes d'alimentation des animaux. Voilà. Au contraire, on a plutôt également observé un effet plutôt bénéfique sur l'état corporel des animaux et de la qualité des produits issus donc des produits issus les fromages. Donc avec une action plutôt favorable, puisqu'on lit ça dans la littérature, sur le microbiote ruminal, entre autres. Donc action favorable sur le microbiote également, qui a un effet sur l'expression de ce microbiote, et donc qui permet d'avoir dans les laits des quantités, des parts plus importantes d'acides oméga 3. Donc pour le pâturage de Saint-Foin, ça va jusqu'à plus 45%.
d'acylinoléique, plus 45% avec le plantain, et une réduction de la part en acide gras trans, notamment en acide ruminique, de moins 20 à moins 30%. Alors, ces effets sont moins marqués pour les fourrages dits conservés, foin et pellettes, parce qu'effectivement, on peut supposer que le séchage, la conservation de ces fourrages va limiter le potentiel d'activité ou l'activité potentielle de ces métabolites. Voilà. En ce qui concerne les composés phénoliques, donc effectivement, on n'a pas montré de transfert direct de ces métabolites vers le lait. On n'a pas montré également de spécificité liée au type de fourrage distribué, avec des teneurs donc, dans les laits qui étaient tous comprises entre 100 et 300 mg par kilo. En revanche, ce que l'on a montré, c'est qu'une augmentation significative des composés phénoliques dans les fromages et au cours de la transformation fromagère, donc en lien avec la concentration lors des égoutages et la production de composés phénoliques par les moisissures ou fleurs d'affinage. Donc pour atteindre des valeurs qui sont relativement élevées et proches de teneurs comparables à des aliments dits de référence. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas documenté et qui, pour nous, peut constituer un sujet d'étude. Voilà. Pour identifier quels sont les composés et quels sont leurs potentiels bénéfices. Voilà. En ce qui concerne la perception des consommateurs et leur concession vis-à-vis de ces produits issus de ces systèmes, donc, ils ont plutôt une représentation positive des systèmes agricoles raisonnés. Alors, quelques conditions, donc ils sont prêts à changer de lieu d'achat, réduire leur choix de fromage, acheter un peu plus cher leurs produits, mais 10% plus cher, mais pas plus. Ce qu'il faut retenir aussi de cette enquête-là, c'est qu'il y a quelques réserves, parce que si on se rappelle au tout début de l'enquête, c'est que le mode de production, et notamment le mode de production durable, n'est pas le critère de choix premier, ou c'est le critère de choix le moins influent, qui influence le moins le consommateur. Donc il y a nécessité à ce qu'il y ait une information et éduquer, on va dire, les consommateurs et qui sera la clé du développement, de l'évolution de ces systèmes raisonnés et pour donner plus de valeur à ces systèmes agricoles raisonnés. Voilà. Merci de votre attention.